lui! Vous êtes sûr que c'est lui? Qui voulez-vous que ce soit? Vous l'avez pas vu venir? Il a dû faire ça juste après que je mette au jus. Traître! J'arrive pour vous botter le train! Je vous attends. Faites gaffe à tes jaloux, j'en ai rajouté. Et salut à tous, et on se retrouve pour le nouvel épisode de la campagne dans les terres arides de Warhammer Made by Amateur. Alors, on va enchaîner, on va commencer avec le printemps de cette campagne comme promis. Alors quelques petites choses avant qu'on commence quand même, vu qu'on avait fait un week-end de réflexion pour créer les règles de cette campagne. Au dernier moment, on en a changé quelques-unes par rapport à la taille de la carte. On avait pensé faire les mêmes règles que la campagne de la Terre des Stali, mais la carte était quand même beaucoup plus grande. Donc là, quelques tout petits changements qui n'ont pas vraiment d'importance pour l'instant. Tout simplement, les règles de nombre de points par trou, de troupes d'armée, de porteurs de la grande bannière, de héros, de généraux, de déploiement, de déplacement et d'expansion, là ne changent pas. Les règles pour ce qui est de la topographie, des saisons et des décors spéciaux, là non plus n'ont pas vraiment de changement. Hein. C'est surtout en fait les règles concernant l'hiver. Concernant l'hiver, en fait, étant donné que quasiment tous nos PA auront été dépensés et que toute la carte sera très certainement pleine, déjà même certainement en automne, l'hiver, on a compté en fait tout simplement qu'on ne pouvait plus utiliser les PA, tout simplement, hein, ça ne comptait plus, donc il fallait vraiment agrandir son empire et le développer le plus possible dans les deux premières saisons au plus rapide. Ça fait presque 60, enfin ça fait 120 hexagones pris par saison presque. Donc il y a de quoi faire. Voilà, pour ce qui est des règles, vous avez qu'à relire tout ce que je vous ai mis, hein, tout simplement. C'est une petite récap avant qu'on commence. Alors justement, avant qu'on commence, on a rajouté quand même les événements qu'on ne vous avait pas dit. J'avais bien précisé 6 événements à cette campagne au lieu des 4 de la campagne de l'Estali. Donc nos 6 événements au choix de chaque joueur, bien sûr le plus petit empire sera toujours le premier à choisir ces événements. Les voici. Le premier c'est la révolte. Dans un des empires que vous choisissez, eh bien vous choisissez un hexagone qui est neutre, autrement dit qui n'est pas une tour ni une citadelle, et vous la retirez de l'empire que vous désignez. Voilà, il y a une révolte dans cet empire et il perd un hexagone. Donc ça peut vous permettre de percer une avancée ou bien alors de développer votre empire qui est collé à celui-ci. Deuxième événement, les éclaireurs. Lors de votre prochaine partie, après le déploiement des deux camps, vous lancez un des 3 plus 1 et vous pouvez redéployer un des 3 plus 1 unité. Voilà, c'est super chaud. En gros, c'est très utile par exemple pour les joueurs nains ou les joueurs démoniaques qui doivent faire très attention à leur déploiement. Ça vous permet en fait de changer votre ligne de 2 régiments à 4 régiments, ce qui peut être vachement intéressant en termes de partie. Vous avez également un bonus de plus 1 sur le jet déterminant qui joue en premier, donc les éclaireurs sont quand même très très utiles. Le troisième événement, c'est un piège. Vous choisissez qui se déploie et qui joue en premier et en second. Voilà, pour la prochaine partie. Très utile. On a gardé en quatrième événement la diplomatie, bien entendu. Vous désignez un adversaire qui ne pourra pas vous attaquer à ce tour. On en a créé un cinquième qui est une manipulation qu'on a adoré trouver. C'est-à-dire qu'on désigne un adversaire et vous choisissez qui il doit attaquer à ce tour. C'est extrêmement chiant. Vous pouvez donc l'envoyer attaquer quelqu'un à l'autre bout et il sera bloqué avec une de ses unités. Voilà, on a trouvé ça super sympa et ça peut bien faire chier et casser les plans de quelqu'un. Et enfin, on a conservé bien sûr le face-à-face, où votre général pourra défier un général ennemi en duel qui ne pourra pas refuser, au lieu de faire affronter vos armées. Par contre, on pourrait être sport, parce qu'il y a quand même des démons majeurs, enfin des princes démons ou des rois nains dans les rois là, hein, dans les seigneurs. Vous ne pouvez pas déclencher de victoire majeure ou de défaite ignominieuse après un face-à-face, sinon ça serait peut-être un petit peu abusé. Voilà pour ce qui est donc des règles. Alors, les déploiements. Les déploiements sur la carte des terres arides. Alors, on a voulu respecter quand même au maximum l'héraldique, hein, le thème des terres arides. Donc le premier à se déployer, eh bien, ça a été Pierre avec ses nains qui s'est déployé à Barakvar, hein, donc au nord de la position des terres arides. Le second, ça a été moi-même, déployé à Ekrund, hein, dans la base des orques sauvages, au sud-ouest de l'Empire. Pour ce qui est des rois des tombes, troisième joueur à se déployer, c'était donc Thomas. Il s'est déployé au sud, hein, facilement, pas dans le Grand Marais, parce qu'on avait décidé qu'aucune armée pouvait se déployer à l'intérieur. Mais bon, il avait une citadelle disponible, il s'est mis là-bas. Ensuite, on a fait déployer Lilian avec ses Skaven, des Skaven qui se sont déployés à l'est, pas très loin en fait de Karakovipik, tout simplement.
Pour ce qui est de Lucie et de la joueuse démoniaque, donc elle s'est déployée à l'ouest, en arrivée par l'eau. Voilà, on s'était dit que ça pouvait être très sympa. Et enfin, donc pour finir, c'est Henri qui n'a pas vraiment eu le choix du déploiement et qui s'est installé en plein centre de la carte, légèrement au sud-est, avec ses zombettes. Voilà, donc ce sera cet ordre-là pour les premiers mouvements et les premiers événements. Donc on est parti et soyons fous pour le premier tour, la première phase de jeu du printemps. Donc les règles du printemps, les jets de déplacement d'armée de 1d6 plus 1, s'ils font 1 et 2, vous pouvez les relancer, parce qu'on ne démarre pas une campagne sur une petite poussée en avant. De plus, les jets de la vie et de la bête à la magie reçoivent un bonus de plus 1 au lancement. Ça c'est pour ceux qui peuvent avoir les domaines. L'hexagone d'importance. L'hexagone d'importance, comme le veut le scénario, vous avez les hexagones de base, les hexagones de tour, les hexagones de citadelle et les hexagones d'importance qui vous amènent des reliques. Donc il faut en avoir le plus possible. On l'a fait en fait au pendule, tout simplement. On a mis un pendule, enfin pas vraiment un pendule, mais préféré une pièce si vous voulez. On a imprimé la carte en A3 et on a acheté une pièce dessus pour savoir sur quel hexagone, quel est le premier des hexagones d'importance, parce qu'il y en aura donc un à chaque saison, et il était en plein sud-est, hein, entre l'Empire Hombet et l'Empire Roi des Tombes, donc ça allait peut-être se battre pour celui-ci, mais il était quand même assez loin de tout le monde, surtout en plein milieu des montagnes, donc assez difficile d'atteinte, vu que les montagnes demandent un déplacement plus long. Donc voilà ce qui nous attendait pour l'objectif d'importance de la saison du printemps, et on va donc démarrer avec Pierre. Alors Pierre c'est simple, il prend son grand général nain. Il démarre avec son grand général nain. Il prend l'événement éclaireur, voilà, parce qu'il décide déjà de peut-être pouvoir faire une bataille. Il n'est pas très loin de l'empire des démons de corne, il a raison. Donc Pierre lance son jet et fait un jet de 3, il fait un 4 de déplacement. Ça lui suffit largement pour atteindre une des tours et donc commencer à augmenter la taille de son empire au sud de Barakvar. De plus, avec ses 10 points d'avancée, il occupe une grosse partie du nord-ouest et prend d'ailleurs même une deuxième tour d'importance. Donc, l'Empire des Nains commence déjà à nous mettre la pression parce qu'il est bien protégé là au nord de sa position. Il va falloir passer de sacrées lignes. On est assez embêté. Donc voilà pour le tour de Pierre. Ensuite vient mon tour. Je prends mon lieutenant, je prends mon second général. Je ne prends pas mon grand général orque sauvage. Et je fais un jet de déplacement de 5 plus 1, je prends l'événement révolte, et déjà je viens faire chier les nains, et j'enlève un hexagone à Pierre. Comme vous le voyez, au nord de sa position, enfin nord-ouest de sa position, je lui enlève un hexagone pour lui mettre la pression, parce que voilà, ça m'évite que moi on me le fasse le coup, et puis j'aime bien toujours faire chier les nains. Je suis très loin d'eux, je vais être assez tranquille. Donc, avec mes 6 de mouvement, je veux aller très très vite m'occuper de la citadelle au sud de ma position, dans les marais, parce que le roi des tombes va très vite me la contester, et j'ai pas envie. Malheureusement 6, ça me permet pas de rentrer dans le marais, donc j'avance au maximum jusqu'à la tour de sorcier, voilà, pour toujours être un petit peu menaçant. De plus, avec mes PA, j'utilise de quoi développer l'ouest de mon empire. Pour ce qui est de Thomas et de ses rois des tombes, il prend son lieutenant lui aussi, il prend son grand prêtre Lich, et il prend le piège. Voilà, il prend le piège, ce qui veut dire qu'il choisira qui se déploie et qui joue en premier ou en second à sa prochaine bataille. Et en déplacement, il nous fait lui aussi un 5 et 1, ce qui lui permet de rentrer déjà dans le premier hexagone de marais à l'ouest de sa position. Ça risque d'être un peu chaud quand même pour aller lui contester. Hein. Là, il va bien me bloquer en été très certainement. Il utilise bien sûr ses PA pour développer le contour de son empire sans aucun problème. Ensuite vient le tour de Lilian avec ses Skaven. Il prend son lieutenant, lui aussi, il prend son second seigneur. Et avec l'événement qui choisit diplomatie avec les Hobbits pour éviter d'être attaqué à ce tour-là, il fait un 5 de déplacement comptant son bonus de plus 1. Donc il part au nord, voilà, pour aller contester la tour que les nains vont pas tarder de venir prendre. Voilà, pour être... c'est assez logique, en même temps il a raison. Hein. Et avec son CPA, ses 10 PA, il développe le sud de son empire et prend même aussi une tour. Voilà, il vient d'en chipper une à Henri, hein, au joueur en bête. Donc ça pourrait être quand même assez intéressant, ça va certainement se battre très rapidement. Lucie avec ses démons de corne. Lucie, elle prend également son héros de corne sur trône de sang. Elle prend l'événement face à face, c'est logique quand vous jouez démoniaque, et elle fait un beau 5 plus 1 de déplacement, donc elle part au sud,
en passant par une tour et prend possession de la tour, et avec ses 10 PA, colonise en fait tout l'ouest de son empire tout juste naissant, tout le sud-ouest. Donc très bien joué de la part de Lucie, elle vient se frotter déjà pas très loin de mes orques et gobelins. Enfin Henri, hein, à la toute fin, eh ben Henri il prend son grand général, il s'embête pas, hein. Il prend son grand général et avec un mouvement, la manipulation, c'est-à-dire qu'il désigne les nains qui doivent attaquer les Skaven. Mais bon, vu que c'est la fin du tour, ça ne sert pas à grand-chose. C'était le dernier événement, on l'a bien manipulé, nous. Et donc ces hommes bêtes, avec son général, font un 4 de mouvement. C'est suffisant en fait pour aller attaquer directement l'empire des Skaven à la tour en fait. Il n'a pas d'armée disponible, donc il va y être obligé d'y envoyer la garnison. Très, très sympathique. Et en plus, il développe tout le contour de son empire et prend même la tour au sud de sa position. Donc très bien joué. On va déjà commencer la première phase de jeu du printemps avec une bataille homme-bête. 1500 points, on a pris une petite bataille. 1500 points d'homme-bête commandé par le grand général d'Henri qui va affronter la garnison de 1500 points des Skaven. Donc c'est parti. Je vais vous détailler un peu cette partie pour voir comment ils se sont battus à cette tour. Alors, la bataille affrontant les 1500 points d'hommes bêtes commandés par le grand général de Henri contre la garnison Skaven commandée par un prêtre de la peste sur Crozet de Lilian. Alors, l'armée de Lilian était basée sur de gros blocs d'infanterie, hein, les moines de la peste avec le Crozet, les esclaves et le technomage fusée funeste, les 40 vermines de choc et les 35 guerriers des clans avec la grande bannière, la catapulte de la peste et l'abomination de Malphos, monstrueuse armée. Et monstrueuse armée de garnison, hein. Franchement c'était pas drôle. Et du côté d'Henri, eh ben, il a presque pris la même liste que j'ai joué contre Marie-Camille. Il a pris 2 fois 10 pillards Ungor, il a pris 27 Gore avec bouclier, il a pris les 3 Minotaures et le Sigor, et tout ça avec le général, le chaman niveau 2 et le porteur de la grande bannière avec la bannière puissant en force. Tout ça pour vous dire comment s'est déroulée la partie. Eh bien, c'est les Skaven qui ont entamé la partie. Donc avec un déploiement, comme vous le voyez, très simple sur la table, hein, et une avancée très agressive des Skaven au milieu des vestiges Roi des Tombes qui se trouvaient sur cette table. Henri a bien réfléchi. Et il a utilisé en fait ses tirailleurs pour venir menacer très rapidement les Skaven. Pas les menacer, mais vraiment les embêter. La catapulte de la peste a suffisamment dévié pour ne pas inquiéter les hommes bêtes au premier tour des Skaven. Et derrière Henri, ça lui a permis en fait de faire une très belle formation en entonnoir avec ses hommes bêtes et d'utiliser correctement ses tirs. Alors vous allez me dire, les tirs des hommes bêtes sont vraiment pourris, mais le Sigor a fait un hit absolument magistral sur les guerriers des clans et en a tué 15. Il a tué 15 guerriers des clans au début du premier tour. Ce qui fait qu'ils ont été obligés de faire un test de panique. Ils ont échoué à leur test de panique et sont sortis de la table au premier tour homme-bête. En emportant avec eux la grande bannière. Et pour accentuer la détresse de Lilian, l'abomination de Malphos a fait une panique. Ah, elle a paniqué et elle s'est rapprochée du bord de table. Donc tout le flanc droit de Lilian s'est écroulé dès la fin du tour 1. Ça a été catastrophique. Donc très rapidement après, Lilian a voulu rattraper le mal qui avait été fait. Il a essayé de former à son tour un petit entonnoir entre ses moines de la peste et ses esclaves et utiliser le nombre de ses vermines de choc pour menacer les Minotaures et le char à Razorgor. Mais derrière, sa catapulte, elle a fait un incident de tir qui a dû être bloqué pendant 2 tours. Donc imaginez la détresse de Lilian, tout allait contre lui. Ce qui fait qu'au deuxième tour de Henri, il a utilisé les formations rapides de ses tirailleurs pour venir réorienter les moines de la peste. Il a chargé avec le char à Razorgor et les Minotaures dans les 40 vermines de choc, et le Sigor a fait une charge magnifique dans les esclaves Skaven. Vous imaginez bien que ça s'est joyeusement massacré l'un l'autre. Par contre, les Skaven ont bien tenu, le Sigor n'a rien pris, et il y a eu un Minotaure de blessé, et c'est tout. Voilà, véritablement, ça a été... les vermines de choc ont perdu presque 10 des membres. C'était très 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 chaud. Le tour des Skaven, une charge obligée sur les tirailleurs, les pieds à Rungor, hein, donc réorientation du sac à poing Skaven, hein, dégueulasse. Et pendant ce temps, les Minotaures, le char à Razorgor et le Sigor continuaient de massacrer les esclaves et les vermines de choc, sans que les Skaven s'enfuient, sans vraiment de problème. Hein. Les moines de la peste, bien sûr, ont roulé sur les pieds à Rungor, mais n'ont pas permis, voilà, ils ont été réorientés, et vont certainement être même réorientés par la prochaine phase de mouvement de Henri.
Henri donc réutilise parfaitement encore une fois ses pieds à Rungor et réoriente une nouvelle fois les moines de la peste, donc il bloque complètement Lilian. Lilian est bloqué complètement. Il reforme même d'ailleurs ses gores pour être sûr de menacer le dos ou le flanc des moines de la peste ou des esclaves s'ils arrivent à buter le Sigor qui est encore full. À la fin de cette phase de jeu, les Minotaurs arrivent à faire fuir les vermines de choc et à les rattraper. Le char Razorgor se reforme et le Sigor parvient à faire exploser les esclaves Skaven et à leur infliger suffisamment de dommages pour provoquer leur explosion. Donc là, c'est à partir de là que la partie s'est totalement échappée à Lilian. Malheureusement, il avait plus aucune chance de gagner. Il lui restait quand même son énorme sac à poing, mais du côté de Henri, il avait aucune perte. Hein. Donc ça allait être très 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 compliqué. Les moines de la pêche chargeant les pieds à Rungor et les massacrant sans aucun souci. Mais derrière, étant totalement réorienté et bien bloqué, il était parfait pour être pris en tenaille et être attaqué de tous les côtés par Henri. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec une énorme bataille finale, Char-Razorgor, Gore, Général, tout ce qu'il a pu envoyer sur le nœud et le sac à poing des Skaven, hein, tout simplement. Les Minotaurs même qui arrivent, le Sigor lui qui va tabasser la catapulte de la peste, et c'est même d'ailleurs les Minotaurs et le Général Umbet qui finissent par arracher le creuset et faire fuir les moines de la peste avec une annihilation dégueulasse de la garnison Skaven. Très très belle victoire des Umbet de Henri. Donc, règle spéciale des Skaven, ils viennent de perdre un hexagone. Donc il faut savoir si l'hexagone est ravagé par les Skaven. Bon, c'est un hexagone de tour, donc ça va être très dur. Et ils ne le rasent pas. Donc les Umbet, avec une super belle phase un super beau corps à corps de Henri, arrivent à arracher cet hexagone de tour, donc très important pour le scénario, au Skaven. Très bien joué pour la fin de la première phase de jeu de Henri. Donc après la première phase de jeu du printemps, on a vérifié les empires en fait, la taille des empires. Donc voilà, ça se collait les uns aux autres. Hein. Les nains possédaient 19 hexagones, les Umbet en possédaient 20. Les Skaven et les rois des tombes en possédaient 21, et les démons de cornes et mes orques et gobelins en possédaient donc 23. Après, selon les tours et les citadelles occupées, eh bien tout simplement, le prochain ordre, ça serait les nains, les Umbet, les rois des tombes, les Skaven, les démons de cornes, et je serai le dernier déjà, pour les événements et les phases de mouvement pour la dernière partie du printemps. Donc, deuxième phase de jeu du printemps, Henri, non pas Henri, pardon, excusez-moi, c'est Pierre avec son lieutenant nain, choisit l'événement de diplomatie avec les Skaven. Honte à lui, Barakvar décide de faire une diplomatie avec les Skaven et protège donc l'est de son empire d'une attaque de Skaven. Il fait un 4 de déplacement avec son lieutenant et se déplace vers l'est. Et il utilise ses 10 PA pour développer son empire au nord et prendre encore donc une tour. Il devient vraiment important sur le nord et consolide très bien son empire. Ensuite vient Henri avec ses Umbet, vu qu'il est passé numéro 2. Il prend également son lieutenant et il choisit l'événement Révolte, encore une fois chez les nains, et enlève un autre hexagone à Pierre. On commence vraiment à s'acharner sur lui, mais bon, on est tous inquiets du développement de Pierre. En déplacement, il fait 7, il fait un beau 6 et 1, le maximum, et il se déplace vers l'ouest et prend la tour entre les démons de cordes et les orques et gobelins. Il nous a complètement soufflé là, très très beau jet de Henri. Il utilise ses 10 PA pour développer le contour de son empire sans vraiment aucun souci et vraiment consolider sa position. Thomas et ses rois des tombes prend son grand général. Il prend l'événement manipulation démons de cornes contre nains. On n'aime tous pas les nains. En fait, c'est parce qu'il a gagné la dernière campagne, donc on est tous presque ligués contre Pierre. Donc Thomas envoie les démons de cornes attaquer les nains à leur prochain tour, et vu qu'ils n'ont pas encore joué, eh bien on sait déjà qu'est-ce qui va se passer dès le tour de Lucie. Avec les jets de déplacement de son grand général, Thomas fait un beau 6, donc il se déploie au nord, et utilise ses 10 PA pour prendre les marais et prendre la montagne qui l'entoure. Et vient un petit peu se poser là et imposer la puissance des rois des tombes au sud-est des terres arides. Lilian et ses Skaven, il prend son grand général et il choisit l'événement face à face. Ouais,
il nous fait surprise là avec un Skaven, il prend face à face, donc on se dit oulala, il est un petit peu, il a une idée derrière la tête, et on comprend très rapidement parce que en utilisant cet événement face à face et en faisant 5 de déplacement, eh ben il attaque la tour avec son grand général Skaven, la tour qu'il a perdue contre les hommes bêtes de Henri. Voilà, il y retourne direct, il n'était pas content d'avoir perdu ça. Donc avec son seigneur de guerre qui a plus 1 en force, une armure de 3+, une invulnérable de 5+, et qui est tenace, il l'envoie affronter un seigneur homme bête, donc culotté, le Skaven. Le seigneur homme bête, lui, de son côté, il est équipé d'une façon assez brutale, parce qu'il a une invulnérable de 4+, il est tenace, il a plus une attaque, il a une armure de 4+, donc il est assez costaud. Donc c'est un beau duel qui est mis en place. Voilà, il se place directement ici, et nous pose un très beau duel pour, encore une fois, la bataille de cette tour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce duel? Eh ben, c'est radical, le Skaven frappant bien avant, avec l'initiative supérieure, attaque de tout ce qu'il peut, et n'a malheureusement fait aucune perte au premier round de corps à corps face à Henri. Donc Lilian a subi derrière les 5 attaques force 5 du général homme bête, et son Skaven n'a malheureusement pas tenu et s'est fait ratiboiser la tête, le pauvre. Ce qui fait que directement les Skaven, ayant mobilisé une armée à la tête, commandée par leur grand général, se fait rembarrer et renvoyer directement à l'hexagone de départ. Donc très dommage. Belle manœuvre de Lilian, audacieuse en tout cas, mais bon, les dés n'ont pas été avec lui, encore une fois. Le printemps n'est vraiment pas du côté des Skaven. Pour ce qui est des démons de corne de Lucie, Lucie prend son grand général, elle prend l'événement éclaireur, extrêmement important pour la prochaine partie, parce qu'on sait qu'elle doit attaquer les nains, ou au moins se déplacer vers les nains, et elle fait 7 de mouvement, le maximum. Donc avec son grand général, elle attaque l'avancée des nains au sud, et coupe les ravitaillements du seigneur nain, et attaque la garnison naine avec son grand général démoniaque. Donc voilà, là c'est assez moche. Donc un petit peu la partie, comment elle s'est déroulée. Ça a été une partie à 1500 points, une partie à 1500 points. Là aussi on a fait des petites parties parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Donc le général des monts de corne contre la garnison naine. La garnison naine quand même était belle. Ah, elle était vraiment belle, très belle liste d'armées. Un forgerune donc avec arme lourde plus une attaque et armure 3+, un Tan GB avec une armure de 2+, un bouclier, et un maître ingénieur. 19 guerriers nains, état-major complet bouclier, 19 longs-barbes, état-major complet bouclier. Les 20 brise-fer tenaces, état-major complet, le canon orgue et les 10 drakes de fer avec musiciens. Et du côté des démons de corne, Lucie s'est fait plaisir avec la grande maniabilité qu'elle pouvait avoir. Le prince démon, le héros de corne GB avec la haine, les 25 sanguinaires, les 2 fois 5 chiens de corne embuscade et les 2 canons à crâne. Elle avait fait une espèce de flanc refusé qui a été entièrement réhabilité parce qu'elle a fait 4 pour redéployer ses unités, et c'était parfait parce qu'elle avait les chiens en embuscade, et elle s'est replacée bien face aux nains pour leur mettre une impression directe, pour bien le mettre dans la mouise. Le canon de pierre a fait un incident de tir et a explosé au premier tour. Franchement, ça a été le printemps a été que des incidents de tir dégueulasses. Donc un canot qui explose dès le premier tour, ça pose déjà la garnison naine. La maniabilité du vol du prince démon et la menace des canons à crâne étant assez importante. Les chiens qui arrivent en embuscade dès le tour 1 derrière la ligne naine, grosse pression. Donc malgré une avancée des nains pour un petit peu se protéger, le canon orgue s'est retourné avec les drakes de fer pour mitrailler les chiens de corne, mais n'ont pas assez causé de dégâts pour inquiéter Lucie. Très belle charge après combinée des chiens de corne sur le canon orgue, sur les drakes de fer qui tirent en riposte mais qui ne font rien. Les 2 canons à crâne qui arrivent au contact et qui tabassent, qui arrivent au contact des guerriers nains. Le prince démon qui charge les longues barbes et les sanguinaires qui tapent les brise-fer. 5 charges, 5 réussites. Super belle phase en fait de Lucie qui nous a estomaqué par sa chance. Donc qu'est-ce que vous voulez faire après ça? L'artillerie bien sûr s'est fait exploser des nains. Aucune chance pour Pierre de survivre à des charges de chiens de corne positionnés comme ils étaient. Les canons à crâne réussissent à tuer pas mal de guerriers nains et subissent à peine quelques petits dommages en retour vu que Pierre n'avait pas mis d'armes lourdes sur ses guerriers nains. Pour ce qui est des brise-fer, ils tiennent face aux sanguinaires, mais le nombre des sanguinaires les protège largement d'une
d'une instabilité. Le prince démon, lui, en retour, par contre, mitraille et tabasse beaucoup de longues barbes. Heureusement qu'ils étaient psycho, hein, et derrière, malgré leur force de 4 sur une endurance de 5, n'arrivent pas à vraiment lui faire de dommages. Et très rapidement, les chiens de corne utilisant leur charge irrésistible et leur mouvement pour venir aller aider les canons à crâne qui avaient perdu l'un des leurs face aux guerriers nains, finissent par éventrer et terminer les guerriers nains. Les brise-fer arrivent à contenir presque 3 tours de corps à corps contre les sanguinaires, mais quand les longues barbes perdent en fait leurs derniers survivants, aucun des nains s'enfuit. Hein. Franchement, ça a été vraiment jusqu'à la mort, jusqu'à la fin. Les longues barbes qui meurent face au piétinement et aux frappes tellement terribles du prince démon, et la grande bataille finale avec un dernier carré des brise-fer courageux, les brise-fer tenaces, hein, qui ne s'enfuient pas, qui finissent bien tous au corps à corps, mourir glorieusement au combat. Ça a été bien tenté de la part de Pierre et d'avoir une super belle armée de garnison, mais Lucie a été la plus forte avec une très très belle tactique. Elle nous impressionne, hein, super belle victoire des démons de corne qui n'étaient vraiment pas tournés à leur avantage contre ces nains. Donc, eh bien, après cette victoire de Lucie sur les nains, qui prend donc l'hexagone isolé et qui bloque l'avancée du général, voilà, qui la coupe dans son élan, on a tous été un petit peu inquiétés de ces démons. Pour terminer, ben, mes orques et gobelins, hein, je prends mon grand général, je prends l'événement piège, même si je suis un peu loin de tout. Je fais seulement 4 de déplacement, donc je pars un peu vers le nord, et avec mes 10 PA, je prends tout le sud de mon empire presque, hein, et je prends même la dernière tour au sud de ma position. Voilà, je me consolide un petit peu pour poser tout ça, hein, tout simplement, pour mettre bien l'ambiance, on va dire. Donc, voilà pour le printemps. C'est quand même pas mal. Donc, dans l'ordre, le plus petit empire, c'est les nains de pierre qui ont 32 hexagones et qui contrôlent 3 tours de défense et une citadelle. Ensuite vient Lilian avec ses Skaven avec ses 33 hexagones qui contrôlent également sa citadelle de départ. Thomas et les rois des tombes sont à 35 hexagones et contrôlent une tour et une citadelle. Mes orques et gobelins sont à 36 hexagones avec 2 tours et une citadelle. Les hommes bêtes de Henri sont à 36 hexagones avec 3 tours et une citadelle. Et Lucie est tout devant avec ses 41 hexagones et une tour de défense et une citadelle. Alors, comme je vous avais dit, on a changé un petit peu les règles, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais au lieu de lancer et de savoir les reliques qu'on va avoir à chaque saison, eh ben on le fera en fait à la fin de l'année. Parce que c'était trop compliqué en fait de se souvenir de quel hexagone on avait fouillé, de combien on en avait fait, etc. Donc on s'était dit qu'on allait tout faire à la fin de l'année tout simplement. Quand on aura terminé en fait tous les mouvements, on pourra vraiment fouiller et essayer de trouver les reliques du grand nécromancien. Donc pour l'instant, bah, c'est Lucie qui pose, hein, elle a réussi quand même à bien avancer son empire. Je n'ai pas combattu, je suis un peu déçu avec mes orques et gobelins, mais c'est pas grave, je le ferai certainement en été. Soyez-en sûrs, l'année, la phase de jeu qui sera la plus violente sera certainement l'hiver, vu qu'on pourra plus développer grâce à nos PA, mais bien grâce à notre violence. Donc voilà pour la première phase de jeu, le printemps de la campagne dans les terres arides. Les nains sont les derniers, les Skaven suivent, les rois des tombes ensuite, et le top 3, c'est les orques et gobelins, les hommes bêtes et les démons de corne tout en haut. Donc ça se passe bien, on a bien ricané pour un bon week-end de jeu, en espérant que ça vous a plu. Et écoutez, eh bien, on se retrouve pour une prochaine dès qu'on peut, et longue vie à battle, au vrai battle. Allez, merci à vous et à la prochaine.